Oui, donc je suis Hugo Picard, donc je suis coordinateur du service régional de justice restaurative Île-de-France. C'est un service qui appartient à l'association de politique criminelle appliquée et de réinsertion sociale. Pas facile à dire, j'espère que je ne vous ai pas déjà perdu. Donc c'est une association socio-judiciaire qui a divers services dédiés à la prise en charge des personnes auteurs, notamment contrôle judiciaire, tout ce qui va être enquête de personnalité, enquête sociale rapide. On a des centres d'hébergement aussi. Et on va avoir bureau d'aide aux victimes, notamment à Créteil, et le fameux SRJR, donc mon service, qui s'occupe à la fois des auteurs et des victimes et qui organise des rencontres de dialogue autour des répercussions, comme l'a dit Théophile juste avant. Donc nous, on est implanté essentiellement sur Paris, Créteil, Paris, Bobigny, Marseille et à La Réunion. Donc moi, mon intervention, je vais essayer de vous donner une vision un petit peu concrète de comment on peut mettre en place de la justice restaurative en partant d'un partenariat. Moi, je travaille essentiellement avec la PJJ, mais je travaille aussi avec des adultes. Là, je vais vraiment centrer sur les mineurs. J'ai plusieurs partenariats avec différentes directions territoriales. Je vais vous expliquer un petit peu comment on peut procéder. Les différents dispositifs que je propose de mettre en place. Alors, je propose toujours la même chose à chaque DT. Après, ce sont les participants qui vont choisir celui qui convient le mieux. Et les questions-réponses, on verra ça, je pense, plutôt à la fin. Voilà, donc ça, c'est le protocole standard français qu'on utilise chez nous, hein, qui est assez différent de celui de la Belgique. N'ayez crainte, il n'est pas si compliqué que ça. Euh, donc, il y a une phase. En fait, il y a trois phases. Il y a la phase préalable, ce sont les bulles bleues que vous voyez sur le schéma. Il y a une phase préparatoire, une phase opérationnelle. Phase préparatoire, bulle verte. Et la phase opérationnelle, on est vraiment sur les rencontres. Donc, la rencontre concernant la médiation, il y a d'autres dispositifs, je le développe tout de suite après, mais on pourra aussi envisager des mesures où il y aura plusieurs rencontres. La phase préparatoire, il faut savoir que chaque rencontre est précédée de plusieurs entretiens individuels de préparation. Donc, il y en a 3 minimum par personne. Après, ça sera selon ce qu'ils choisissent aussi. À partir du moment où ils sont prêts, de toute façon, ils vont nous le dire. Ces 3 minimums, ça peut. Voilà, il n'y a pas forcément de limite. Donc, parfois, pour une médiation, ça peut arriver que l'auteur soit pas prêt en même temps que la victime, ou vice-versa. On va en mettre un en pause, c'est pas très grave. On fera un entretien juste avant la rencontre pour celui qui a été mis en pause, et l'autre pourra continuer à être préparé individuellement. Et la fameuse phase donc préalable qui finalement fait à son importance puisque c'est celle qui prend le plus de place sur le schéma. Ça s'explique parce que ça prend quand même beaucoup de temps. Pour pouvoir mettre en place un partenariat, on part d'une convention partenariale avec différents signataires. Donc, on travaille toujours sous contrôle de l'autorité judiciaire. Donc, le président d'un tribunal judiciaire, selon votre juridiction, sera signataire ou le président d'une cour d'appel. Et ensuite, on va envisager de faire signer différentes structures qui seront soit spécialisées dans la prise en charge des personnes auteurs, soit dans la prise en charge des personnes victimes, soit même des deux. Donc, on pense au SPIP. La PJJ me concernant, c'est ma plus grosse activité. Et éventuellement, pourquoi pas, les barreaux, ils peuvent être intégrés, association d'aide aux victimes. L'IFJR peut être signataire aussi, comme Théophile le disait tout à l'heure. Ils ne vont pas forcément intervenir dans l'animation, sauf s'il n'y a pas d'équipe opérationnelle sur le terrain. Par contre, ils vont être en charge de l'échange des pratiques, par exemple, tout ce qui va être supervision, formation. Et la toute dernière étape, évaluation, qui survient plus tard, une fois que le dispositif est terminé. Il y aura une évaluation. En principe, c'est plutôt vous qui vous en occupez. Donc, on part d'une convention. Une fois que c'est signé, donc il faut savoir qu'entre le moment où on aborde l'idée de pouvoir signer éventuellement une convention et le moment où elle est signée, il se passe, là, je ne veux pas faire peur à tout le monde, mais à peu près 1 an. Ça prend du temps. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas commencer à travailler tant qu'elle n'est pas signée. On peut quand même commencer à partir du moment où elle est envisagée sérieusement, que la direction territoriale est partante, que le président du tribunal est partant. On commence à travailler quand même. Une fois qu'elle est signée, après, ça c'est en théorie, pour respecter le cadre légal, on va organiser des réunions avec le comité de pilotage. Donc chaque, on va dire, représentant de structure se réunit régulièrement. On va désigner quelles seront les équipes opérationnelles, ceux qui vont se charger de l'animation, qui va assurer le soutien psychologique également. Donc, il faut savoir qu'on met à disposition un soutien psychologique ponctuel tout le temps de chaque mesure. Ça, c'est une obligation. C'est-à-dire que durant tout le dispositif, si à un moment donné, un des participants ne va pas bien, il pourra téléphoner à une psychologue qui travaille avec moi d'ailleurs,
qui pourra assurer son soutien psychologique en le recevant dans le cadre d'un rendez-vous, même par un échange téléphonique. Donc, une fois qu'on détermine toutes ces équipes-là qui seront en charge de l'animation des dispositifs, on fait le cahier des charges, quel programme on met en place pour l'année à venir et quel type de mesures on souhaite mettre en place. Et en théorie, les orientations vers le SRJR peuvent débuter. Ça, c'est vraiment en théorie. Il faut ajouter quelques éléments quand même pour que ça fonctionne, parce que ça ne suffit pas forcément. Nous, ce qui marche le mieux, c'est de procéder de manière hiérarchique au niveau des réunions. Donc, on intègre des réunions partenariales supplémentaires. La protection judiciaire de la jeunesse est très hiérarchisée. Donc, on commence par la direction interrégionale, où on va être reçu par le directeur interrégional et le directeur adjoint. On va recevoir tous les directeurs territoriaux en même temps. Et ensuite, on va envisager de signer convention territoire par territoire avec chaque DT. Donc, seconde réunion, on fait avec le ou la directrice territoriale du territoire en question, avec la responsable des politiques institutionnelles également. Et on descend. On va faire. Moi, j'ai séparé les réunions pour les cadres, donc tout ce qui va être directeur de structure. On sépare donc cadre, milieu ouvert, et je sépare cadre, hébergement. Tout simplement parce qu'il y a des demandes qui ne vont pas forcément être les mêmes dans les deux secteurs. Il y a des demandes qui vont plus être du type sur les violences institutionnelles, par exemple, survenues au sein des institutions pour les hébergements, et des demandes qui seront potentiellement différentes. Donc, on sépare, sinon ça fait en plus beaucoup trop de monde. Et ensuite, on descend. On va organiser ensuite des réunions au sein de chaque structure. Donc, rien que pour le Val-de-Marne, c'est 13 structures. Donc, c'est 13 réunions où, en présence du directeur de l'établissement, on va rencontrer toutes les équipes de terrain. Donc, psychologues, éducateurs, assistantes sociales, tous les personnels, chefs de service, etc. À partir de ce moment-là, donc dans ces réunions-là, c'est là où on va pouvoir aborder des situations concrètes. Lorsque je vais présenter un petit peu la manière dont je travaille et ce que je propose, est-ce que vous vient l'idée d'un jeune qui pourrait être compatible avec telle ou telle mesure? Donc, ça permet déjà ça. Donc, à ces réunions, souvent, il y a des orientations qui ont lieu. Et ce qu'on va ajouter aussi dans cette fameuse phase préalable, c'est que je vais intégrer des interventions au sein des stages de citoyenneté. Stage de citoyenneté, on va avoir tout ce qui va être alternative aux poursuites, stage réparation, stage peine. Là, j'interviens sur une demi-journée. Je fais un tour de table avec les mineurs. Généralement, je leur pose la question de ce qu'ils aiment faire, ce qu'ils détestent. On essaie de voir un peu aussi pourquoi ils sont là. Ce n'est pas toujours le même type de cas. Parfois, c'est mélangé. Parfois, il n'y a pas de victime. Parfois, ce sont des délits routiers, des fautes de permis, tout simplement. Ensuite, je leur diffuse des témoignages de personnes qui ont participé à des dispositifs de justice restaurative. Bien sûr, je leur explique un peu en quoi consiste la justice restaurative. Et la dernière partie, je les fais participer à des mises en situation, des sortes de jeux de rôle, en fait, durant lesquels ils vont prendre la place de l'auteur, la place de la victime et la place des médiateurs. Donc, ça leur permettra d'imaginer les répercussions possibles si la situation existait vraiment. Généralement, je les laisse choisir. Et même quand il n'y a pas de victime, on imagine s'il y avait eu un problème dans le cadre des délits routiers, par exemple, s'il y avait eu un souci, quelles sont les répercussions possibles sur la victime, sur le jeune lui-même, sur sa famille. Donc, voilà, ça leur permet d'imaginer les répercussions et d'envisager, bien sûr, la place de l'autre. Hein. C'est assez central en justice restaurative. La place de la victime est un des éléments qu'on demande à la PJJ, notamment dans les rapports aux magistrats. Là, on n'est pas dans des dispositifs à proprement parler. C'est à visée restaurative, ça leur donne une idée. Moi, il y a des éléments que je trouve intéressants dans ces stages, c'est que déjà, quand je leur demande ce qu'ils aiment faire, souvent, s'ils sont là pour les délits routiers, ils vont adorer la moto, le sport automobile, la conduite. Quand c'est pour des violences, souvent, ils vont me dire qu'ils aiment la boxe thaïlandaise, le kickboxing, tout ça. On est déjà presque dans une justification quand j'arrive. Et après, un autre élément, c'est que le tout dernier rôle qu'ils choisissent, c'est toujours celui de la victime. Il y a une représentation de la personne victime qui est très, très dégradée, souvent chez les mineurs. Ça fait même partie d'une insulte dans leur langage. Être une victime, la représentation est vraiment très dégradée. C'est quelqu'un qui n'a pas su se défendre et en plus, c'est quelqu'un qui potentiellement leur veut du mal ou veut leur prendre leur argent. Donc, ça fait déjà 2 axes de travail sur lesquels travailler, ne serait-ce qu'au sein de ces stages. Et de plus, ça fait du lien avec les éducateurs et les psychologues qui sont présents, parce que je ne suis pas tout seul, il y a des éducateurs qui assistent, des psychologues. Donc, ce qui permet aussi d'envisager d'autres orientations. Alors, phase préalable, dans le cadre d'une médiation, on organise un premier entretien d'information complète, donc pour tous les types de dispositifs d'ailleurs. En fait, à partir du moment où il y a une orientation vers moi,
on va organiser un entretien où je vais informer le mineur et ses représentants légaux sur tout le protocole, ce que je propose. Il va choisir le dispositif qui l'intéresse. Et si c'est une médiation directe, on fera un deuxième entretien où on déterminera la demande. Donc, pour l'entretien d'information complète, je le fais en présence de l'éducateur référent. Ça fait du lien, ça permet aux jeunes d'être plus à l'aise aussi, puisque moi, il me connaît pas. Ensuite, il choisit, on fait deuxième entretien, je prends attache avec la victime et je lui donne aussi une information complète pour la médiation. Pour les autres dispositifs, dès qu'il y a une orientation, on peut directement débuter la phase préparatoire. Phase préparatoire, je vous le disais, 3 entretiens individuels de préparation. Théophile vous disait tout à l'heure on utilisait l'approche relationnelle sans pouvoir la développer. Effectivement, le temps nous est compté. L'approche relationnelle, je la résume très très rapidement. C'est une approche, on va dire, extrêmement ouverte. Des questions toujours très ouvertes. On est vraiment dans l'interaction. Pas de prise de notes. On repart à zéro. Tout ce qu'on sait d'avant, si on a été psychologue avant, on oublie les techniques d'entretien en psychologie clinique. On est très ouvert, on ne reformule pas, on n'interprète pas. On demande des éclaircissements en réutilisant toujours les mots utilisés par la personne. Quel sens ce mot a pour vous, par exemple? On reste toujours très ouvert. Et de cette manière-là, on va explorer avec la personne ses attentes, ses ressentis, ses émotions, en quoi sa vie a changé depuis les faits, qui c'était avant, qui c'est maintenant. Donc, on explore un petit peu tout ça et on va scénariser aussi la potentielle rencontre et j'élargirai même jusqu'à la reprise du cours de la vie après. Donc, ce qu'on essaie de faire au cours de ces entretiens-là, on va essayer de favoriser l'expérience de la réciprocité émotionnelle, on peut appeler ça comme ça, leur permettre d'envisager l'autre comme un soi possible, avec 4 axes principaux qui sont l'autre, le moi, l'information, la sécurité. Sécurité, qu'est-ce qu'il y a de mis en place autour de la personne? Tous les suivis, obligatoire ou non, l'entourage familial, quelle place la participation au dispositif prend dans la vie de la personne, l'information, donc ça, je l'informe là, c'est plutôt sur le cadre légal et sur la manière dont ça va se dérouler, et les 2 axes principaux sur lesquels on revient, on recentre de plus en plus, ça va être le moi et l'autre, donc le moi, qui êtes-vous déjà, on fait connaissance avec la personne, et effectivement, quelles sont les répercussions pour vous? Et l'autre, comment imaginer que l'autre a vécu les faits, et ainsi de suite. Donc, le temps qu'il faut, mais 3 entretiens minimum. Ça, c'est pour respecter le protocole. Une fois qu'ils sont prêts, on organise la phase opérationnelle, donc la rencontre ou les rencontres, et plus tard, il y aura une évaluation par l'IFJR. Je ne sais pas combien de temps plus tard. 1 an plus tard? 7. Alors, au niveau de la transmission de l'information, Théophile vous expliquait tout à l'heure, effectivement, c'est complémentaire avec la justice pénale. C'est complémentaire dans le sens où ce n'est pas la même chose, en fait. La justice pénale, pour essayer de résumer de manière un petit peu concrète, elle prend les faits, elle traite les faits et elle rend une décision de justice aux personnes. Mais pendant ce temps-là, les personnes sont relativement passives. La justice restaurative va venir compléter en leur laissant l'opportunité de prendre une place active et par le dialogue aborder les événements entre eux. Donc, ce n'est pas la même chose. Ça vient compléter, par exemple, des personnes qui auraient des réponses, des questions restées sans réponse au cours de la procédure pénale. Ils auraient l'opportunité de venir les poser dans ce cadre-ci. Et ce qui rejoint aussi, c'est, on parlait de gratuité tout à l'heure et de confidentialité. Le principe de gratuité, finalement, rejoint la confidentialité dans le sens où c'est gratuit parce que ça ne coûte rien. C'est gratuit aussi parce que ça ne doit rien rapporter non plus. Un mineur qui participe ne pourra pas prétendre à une réduction de peine, ni à un aménagement accordé plus facilement, etc. Une victime ne pourra pas lui demander une compensation financière dans ce cadre-ci. En tout cas, on est dans autre chose. Donc, ça reste confidentiel. Alors, la confidentialité, on peut quand même, sous certaines conditions, la lever. Les conditions mise en danger. Le jeune nous dit que voilà, il y a un danger potentiel. Aveu de réitération. Donc, voilà, en cas de révélation d'une nouvelle infraction, là, on est obligé de révéler les faits. Alors, après, ce n'est pas n'importe quel délit non plus. S'il nous dit qu'il a fumé un joint en venant à l'entretien, on ne va pas non plus mettre la mesure à l'écart. Il faut que ça soit quand même avec une mise en danger. Au niveau des stades de la procédure, on travaille sur tous les stades de la procédure, pré-sententielle, pendant le jugement, après le jugement. J'interviens aussi, moi, quand les faits sont prescrits, extinction de l'action publique, non-lieu, fait prescrit.
On n'a vraiment pas de contraintes là-dessus. Pour le mineur en présententiel, c'est depuis le nouveau CJPM, c'est un petit peu facilité parce qu'il y a l'audience de culpabilité maintenant. Donc le jeune peut être entre 3 semaines à 3 mois suite à sa prise en charge par la PJJ. Il y aura une audience de culpabilité où il sera déclaré coupable. Parce que Théophile vous a expliqué tout à l'heure, il faut la reconnaissance au moins partielle des faits. Pour la présomption d'innocence, effectivement, ça peut poser problème à certains magistrats, notamment pour les adultes. Voilà, à savoir que c'est quand même inscrit dans la loi, on peut le faire. C'est quand même dommage lorsqu'il y a une ouverture d'information judiciaire, par exemple, une instruction qui parfois peut aller jusqu'à, moi j'ai déjà vu des instructions qui durent 7 ans, de leur interdire de participer alors qu'ils sont déjà dans une dynamique de reconnaissance. Même si c'est partiel, ça se travaillera en individuel et ils pourront quand même participer. Donc au niveau de l'autorité judiciaire, on sait maintenant qu'il y a un magistrat référent en justice restaurative dans chaque juridiction. Donc c'est plutôt vers lui qu'on va se tourner pour avoir notamment les coordonnées de victimes et le contrôle de conformité. À savoir qu'il faut que le magistrat soit au courant que ce soit lui, le magistrat référent en justice restaurative. Ce n'est pas toujours le cas, malheureusement. Mais voilà, parce que moi, au début, ce que je faisais, c'est que je courais derrière chaque juge des enfants pour avoir les coordonnées victimes et pour avoir aussi les levées d'interdiction. Quand c'est une médiation directe, ils ont une interdiction de contact, par exemple, il faut demander la levée au juge pour au moins le jour de la rencontre. Toute la phase préparatoire peut avoir lieu sans cette levée, mais pour le jour de la rencontre, il serait dans l'illégalité s'ils se rencontraient, et ça serait de ma faute en plus. Donc ça, il faut absolument faire lever l'interdiction. On parlait du caractère volontaire et du consentement continu. Alors, volontaire, c'est vrai qu'on ne peut pas l'imposer. C'est quelque chose que les mineurs vont décider de mettre en place. Ils auront leurs raisons. Tout ça, on explorera ça en entretien individuel. Ils auront leurs raisons, mais voilà, ça doit être continu aussi dans le sens où ce n'est pas parce qu'ils commencent qu'ils sont obligés d'aller jusqu'à une rencontre. S'ils s'engagent dans un dispositif et qu'à un moment donné, ils veulent arrêter, on leur précise ça dès les premiers entretiens, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout, et c'est pareil de l'autre côté, ce n'est pas quelque chose qu'on impose. Ça peut être rassurant aussi lorsque l'on présente la mesure. Donc la confidentialité, elle perdure tout le temps. Il y a d'autres conditions sous lesquelles elle peut être levée, ça va être dans l'intérêt du participant, dans l'intérêt du mineur. Il faut que ça se passe entre personnes astreintes au secret professionnel, il faut que ça soit pour le bon déroulement de la mesure, et surtout, il faut que ça soit avec l'accord du jeune. On ne peut pas transmettre d'informations et lever la confidentialité sans l'accord du participant. Donc on reviendra toujours vers lui, même si un professionnel de la PJJ a une question particulière, si le magistrat veut savoir tel ou tel élément, on va quand même repasser par le jeune pour lui demander. Généralement, ils ne sont pas réfractaires, mais ça, c'est quand même important qu'ils le sachent. Le consentement perdure tout au long de la mesure et même bien au-delà. Enfin, on ne révélera pas. Dans notre méthode d'entretien, d'ailleurs, je disais, il n'y a pas de prise de notes. Il n'y aura pas de traces écrites non plus. Il n'y a pas de rapports qui sont faits, il n'y a pas de rapports qui sont rendus ni au magistrat, ni à qui que ce soit. Là où le magistrat ou éventuellement les professionnels de la PJJ peuvent y trouver un intérêt, ça va être dans le caractère observable des évolutions chez le participant. Donc, eux qui, dans le cadre d'une mesure de réparation, vont apporter des éléments sur son positionnement par rapport aux faits, sur sa perception de la place de la victime, ses représentations. Ils ne pourront pas forcément faire part du contenu puisqu'ils n'y auront pas accès, mais par contre, tous les changements observables, ça, ils pourront le mettre dans le rapport puisque l'autorité judiciaire assure quand même un contrôle de conformité. Ils connaissent l'identité des participants et ça s'arrête là. Donc, la PJJ pourra dans son rapport inscrire « j'ai observé telle ou telle évolution chez ce participant-là ». Les principales mesures, alors que le SRJR met en place, donc que je mets en place moi en Ile-de-France, il y en a pas non plus énormément, mais la principale, on va dire, la médiation restaurative directe et indirecte aussi, depuis peu indirecte, mais directe, c'est la même affaire. Indirecte, de personnes qui ne se connaissent pas, mais qui sont liées par le fait d'avoir commis ou subi des faits de même nature, ou de nature vraiment très proche. Donc on est sur une rencontre en face à face. Ça, je propose ça pour tous les types de faits. Même les faits survenus en groupe, on peut avoir des violences en groupe, on peut avoir des agressions sexuelles en groupe. Justement, le fait d'être seul face à la victime permettra aussi de travailler un petit peu sur la diffusion de la responsabilité sur tout groupe en organisant ce dialogue-là. Donc la phase préparatoire est toujours la même pour tous les dispositifs, toujours 3 entretiens minimum. Médiation, une rencontre très cadrée finalement, puisque
tout est programmé à l'avance, notamment au niveau des thèmes. Après, le but, c'est quand même que ça soit un dialogue naturel, mais tout est fait aussi pour qu'ils soient à l'aise. Donc, on sait, ils n'arrivent pas en même temps, forcément. Donc, on sait qui arrive en premier. On sait s'ils veulent se dire bonjour. On sait qui prend la parole en premier. On sait quel thème va être abordé en premier. Il y a une pause qui arrive à mi-chemin. Ça, c'est un moment vraiment très, très important dans le sens où moi, je vais reprendre avec la personne tous les thèmes qu'elle souhaitait aborder dans la préparation et voir s'il y a des thèmes qui n'ont pas été abordés. Est-ce que c'est un choix ou est-ce que c'est un oubli? Ce qui limitera en fait que le risque que la personne sorte de cette rencontre-là avec de la frustration. On essaie de tout prévoir. C'est pour ça qu'il y a une rencontre unique. J'ai jamais vu moi de rencontre. Je sais que dans certains cas exceptionnels, ça peut se faire, mais c'est pas le but. Ça voudrait dire que la préparation a été plutôt ratée. Donc une rencontre unique en médiation, en ma présence, et à la fin, on fait un sas de décompression avec l'un, ils ne partent pas en même temps non plus, 5 minutes, on voit comment ça s'est passé, la personne s'en va. Et pareil avec le deuxième qui partira à un temps différent. Donc, suite à cette rencontre-là, il y aura un entretien individuel bilan après. Donc, le protocole indique 3 semaines, moi maintenant je l'ai fait 5 à 6 semaines plus tard. À 3 semaines, je trouvais qu'ils n'avaient pas énormément de recul, donc j'ai un peu élargi. Et après, c'est terminé. Il y a un point de départ, il y a un point final. La justice restaurative, elle est complémentaire à la procédure pénale, mais elle est complémentaire aussi à toutes les autres formes de prise en charge, suivi thérapeutique, obligation de soins, mesures de réparation. On ne s'éternise pas non plus. On n'est pas là pour rester, en fait. La personne nous demande d'intervenir à un moment donné dans sa vie et assez déjà dès le début qu'il y aura une fin. On n'aura plus de contact ensuite avec la personne. L'évaluation n'est pas assurée par le même service de toute façon. Donc la prochaine prise de contact sera assurée en principe par l'IFJR. Pour la médiation directe, c'est la même chose, sauf que les personnes ne se connaissent pas. Voilà. En cas de refus de la victime, c'est quelque chose que je peux proposer. Ou en cas, pour des problèmes de langage aussi parfois. Des fois, les victimes ne parlent pas la langue française. Donc dans ces cas-là, je vais leur proposer un dispositif indirect. Alors, second dispositif que je mets en place, c'est une de mes plus grosses activités. Alors, malheureusement ou heureusement, ça, je ne sais pas, mais c'est quelque chose que je vais systématiquement proposer dans les cas de violence intrafamiliale ou dans les cas d'inceste. La conférence restaurative. Donc ça, c'est une médiation, mais qui va être élargie à d'autres membres de la famille. Ah oui, c'est toi qui s'appelle. Donc une médiation élargie à d'autres membres de la famille qualifiés par les deux principaux concernés comme leur étant proches, donc des personnes qui estimeront eux-mêmes avoir eu des répercussions suite aux faits. Donc ça, c'est quelque chose pour l'instant que je fais exclusivement pour les faits d'inceste, mais qui serait tout à fait applicable pour des faits de violence intrafamiliale ou même tout type de faits. Hein. À partir du moment où plusieurs personnes s'estiment concernées ou estiment avoir eu des répercussions, on peut envisager une conférence restaurative. Pour les faits d'inceste, les demandeurs sont les participants, souvent les parents, ça peut être d'autres membres de la famille. Donc, inceste, on différencie les incestes horizontaux des incestes verticaux. Verticaux, on n'est pas sur la même génération, donc c'est plutôt une conférence qu'on va proposer à des adultes. Incestes horizontaux, on va être sur des personnes de la même génération, donc les cousins, la fratrie. Donc, inceste adelphique, plus particulièrement pour les incestes survenus au sein de la fratrie. Donc, on va permettre une rencontre. Après, bien sûr, une préparation qui prendra quand même du temps, mais une préparation entre l'auteur, la victime, et aussi les autres membres seront préparés. Les parents seront préparés individuellement et tout participant sera préparé individuellement. Donc, ce type de dispositif-là, généralement, là où il faut être vigilant, c'est que généralement, les victimes peuvent être très jeunes. On disait tout à l'heure qu'il fallait le discernement pour participer. C'est vrai que la loi n'indique pas un âge précis. On peut parfois travailler avec des enfants qui ont 8 ou 9 ans et des auteurs qui vont avoir 14-15 ans. Souvent, c'est un petit peu le schéma. Voilà, le but, c'est qu'ils puissent dialoguer dans le cadre, à savoir que dans ce type de cas, la famille est éclatée dans le sens où le mineur a une interdiction de contact, interdiction de paraître au domicile. Donc, soit il va être placé en centre éducatif fermé, soit il va être placé en famille d'accueil, soit il va être placé chez un autre membre de la famille, mais en tout cas, il n'y aura plus de contact. Donc, on imagine bien un petit peu les répercussions chez tout le monde à ce moment-là et la culpabilité chez chacun. Donc, voilà, on organise ce dialogue-là, ça prend le temps qu'il faut, mais le cadre leur permet d'être plus disponible peut-être aussi pour le privé, car tout leur fait penser au fait, finalement, vu qu'il y en a un qui est absent. Ça reste des conséquences assez dramatiques. Alors même pour le couple parental, bien sûr, parfois les couples ne résistent pas forcément. En tout cas, ce dialogue-là va leur permettre
d'avoir une compréhension sur le passage à l'acte et une prise en compte de la portée de l'acte sur la jeune victime qui, même selon son jeune âge, pourra quand même parler. Ce n'est pas du tout la même méthode d'entretien avec un enfant de 8 ans qu'avec un adulte de 30 ans, ou ni même qu'avec un mineur de 15 ans. Il faut être patient, on fait des entretiens plus courts, on prend le temps, mais les enfants ont beaucoup de choses à dire. Et le sens des mots qu'ils utilisent sera aussi important au même titre qu'avec des adultes. Mais avec les enfants, on peut même utiliser quelques supports s'ils veulent faire un jeu en même temps. Ça ne sera jamais anodin et ils auront souvent beaucoup de choses à dire sur, en tout cas, leurs attentes. Vigilance aussi sur ce type de dispositif, c'est qu'est-ce qu'ils attendent justement à un enfant de 8 ans? Est-ce que ce ne sont pas les parents qui le poussent à participer? Donc ça, on explore ça vraiment dès le début pour être sûr qu'il y trouve un intérêt, même s'il ne sait pas tout de suite, qu'il en trouve un au moins plus tard. Moi, la question que j'aime bien poser, c'est si l'interdiction est levée et que ton frère ou ta soeur revient à la maison, qu'est-ce qui t'intéresse? Du coup, pourquoi tu continues de participer? Ça va les faire réfléchir, ils vont revenir à la séance d'après avec quelque chose à dire. Souvent, ils ont quand même beaucoup d'attentes et une recherche aussi de compréhension. Au niveau timing, je ne sais pas comment je suis. Combien? Il me reste 9 minutes. Alors, troisième dispositif que je propose, les rencontres, on appelle ça les rencontres condamnées victimes, détenues victimes. Alors, les rencontres condamnées victimes, ça porte mal son nom parce qu'ils ne sont pas encore condamnés au sein de la PJ, mais on va garder le même dispositif, à savoir que là, c'est un dispositif indirect. Les personnes ne sont pas liées par les mêmes affaires. Elles ne se connaissent pas. Par contre, elles seront liées par le fait d'avoir commis ou subi des faits de nature très proche. Cambriolage, vol avec violence. On peut avoir viol, agression sexuelle. Donc, des faits de nature très, très proche. Alors, on va avoir 3 ou 4 auteurs, 3 ou 4 victimes qui ne se connaissent pas, donc. Et 2 animateurs. Pareil pour la conférence restaurative, je ne l'ai pas dit, mais c'est 2 animateurs aussi. Donc, même phase préparatoire. Généralement, là, 3 entretiens suffisent puisqu'il y aura 5 rencontres plénières en groupe après une rencontre en groupe séparé. Donc, les victimes, suite à la préparation, vont se rencontrer entre elles, les auteurs également. Ensuite, 5 rencontres. Les personnes, même si elles ne se connaissent pas, pourront avoir du coup une idée des répercussions possibles chez différentes victimes. Pour les adultes, moi, c'est quelque chose que je propose pour les violences conjugales, par exemple. Pour les mineurs, on peut proposer ça pour tout type de fait. Alors, quand la victime refuse, je trouve ça pertinent de proposer aussi ça. Il n'y a pas forcément la médiation indirecte. Si plusieurs mineurs souhaitent s'engager mais que leur victime refuse, on peut organiser aussi un travail de groupe. Ils vont avoir l'occasion de rencontrer 3 ou 4 victimes et d'autres auteurs comme eux, d'autres personnes auteurs, et de pouvoir avoir un dialogue autour des répercussions aussi suite au fait qu'ils ont commis humaines. Alors, dans ce type de dispositif-là, il y a des membres de la communauté qui sont formés pour être membres de la communauté. Au niveau des rencontres, ils ne vont pas être participants à proprement parler, ils vont avoir un rôle plutôt au niveau des pauses pour montrer qu'ils sont là en soutien aussi. Et ils représentent la société. Ils sont témoins en fait des échanges qui se passent, même s'ils respectent la confidentialité, mais ils sont là en tant que témoins de la société. Donc, suite aux 5 rencontres plénières, il y aura une rencontre en groupe 2 mois après la dernière rencontre plénière, donc 2 mois après la 5e, où là, ils font le bilan tous ensemble. On ne parle plus du tout des faits, mais on fait le bilan de qu'est-ce que ça nous a apporté de participer à ça, qu'est-ce qu'on en retire. Ça, c'est quelque chose que je propose aux mineurs. 5 rencontres plénières, ça fait beaucoup pour des mineurs. On propose plutôt 2 ou 3. Et en cas de demande, on pourra élargir à 5. Le protocole dit 5. Pour les mineurs, on peut adapter aussi la justice restaurative. On ne dit jamais non, finalement. On fait toujours en fonction des attentes des personnes. Mon collègue disait qu'on les suit, chacun, impartialité, on ne prend pas parti ni pour l'un, ni pour les uns, ni pour les autres. On est même plutôt copartial. On prend parti pour chacun. Et on voit, on jauge, on essaye, notamment durant la phase préparatoire, de s'assurer que les attentes concordent entre les personnes. C'est ce qui permet aussi d'organiser les rencontres. Parce que le consentement des personnes participantes, effectivement, ça doit être continu, ils peuvent quitter le dispositif à tout moment, mais l'animateur de la mesure peut aussi dire on n'ira pas jusqu'à la rencontre, parce que justement, je pense qu'il y a une mise en danger et vos attentes ne concordent pas du tout. Vous n'avez pas du tout la même version sur les faits, ou tout simplement, en scénarisant les réponses de l'un, on va voir que la réaction de l'autre est trop violente. Là, je pense à certains cas de reconnaissance partielle où
La reconnaissance partielle, c'est très large. Effectivement, ça peut être j'étais là, mais ça peut être aussi je reconnais la matérialité, mais je nie le préjudice moral. Dans des cas, des affaires de mœurs, par exemple, on va pouvoir avoir un jeune qui va dire, mais moi, j'ai effectivement eu des relations sexuelles avec cette personne, et pour moi, elle était d'accord. La personne n'était en fait pas d'accord. On va travailler tout ça en individuel. Si ça perdure jusqu'à la veille de la rencontre, forcément, je ne vais pas mettre la victime en difficulté à écouter quelqu'un qui maintient ses positions. C'est quelque chose qu'on travaille en individuel sur la notion de consentement. Selon la problématique, là, pour les affaires de mort, ça sera effectivement intéressant de voir ça avec la personne. Mais l'animateur peut dire on ne va pas jusqu'à la rencontre si ça ne fonctionne pas. Le but, ce n'est pas de mettre les personnes en danger, c'est de créer un dialogue qui soit bénéfique finalement, que les réponses trouvent question, qu'ils puissent, qu'ils puissent trouver des réponses. Alors, dernier dispositif que je mets en place. Alors ça, c'est un dispositif qui à la base n'existe pas forcément, mais je me suis inspiré de... Oh non, c'est bon. Je me suis inspiré de celui-ci, en fait. Spécifiquement, il y a une grosse demande, notamment en Île-de-France, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, pour les violences survenues en groupe. Je vais proposer un dispositif qui a la forme de celui-ci. Hein. Le schéma est à comprendre comme si vous étiez de haut. Vous voyez, c'est la disposition dans la salle au moment des échanges. Donc, les 4 infracteurs vont être à gauche. Il y a les 2 animateurs qui sont là. On est tous en cercle. Hein. 2 victimes, un membre de la communauté, 2 victimes, un membre de la communauté. Pour les violences en groupe, comme ils sont ni vraiment auteurs, ni vraiment victimes, ou un petit peu les deux, on lève cette appellation-là. Ce qui est finalement le but en justice restaurative, c'est que les personnes ne se rencontrent pas en tant qu'auteurs et victimes, mais en tant que personnes. Là, on la lève carrément. Il n'y a plus la question d'auteur ou victime. Ce sont des personnes concernées par des violences en groupe. On va organiser du coup des rencontres de dialogue sous la même forme que la RCV-RDV. La seule chose, c'est que je vais remplacer les membres de la communauté par des professionnels de la PJJ qui seront formés à la justice restaurative. Donc, ils ne s'occuperont pas des entretiens de préparation, mais par contre, ils seront présents lors des échanges. Donc, 2, 3 rencontres plénières, éventuellement à 5, comme je disais, sur demande. Et là, je le propose à la fois en direct et en indirect. Des personnes concernées par les mêmes affrontements et d'autres personnes concernées par des violences en groupe, mais qui n'auront rien à voir avec les autres. Et on organisera aussi des échanges sur les personnes pourront expliquer un peu qui elles sont, quel est leur vécu, qu'est-ce qui les a menées à percevoir l'autre groupe comme un ennemi, expliquer un peu qui ils sont et faire aussi un peu du point commun, se réhumaniser un peu. Donc ça, c'est le dernier dispositif que je propose. Plus spécifiquement, j'en propose pour les hébergements sur les violences institutionnelles, mais ça reste les mêmes. C'est juste que spécifiquement, même s'il n'y a pas de procédure légale, dans le cas où un mineur serait violent avec un éducateur, par exemple, ou plusieurs éducateurs, on pourra proposer en interne des dispositifs de ce type-là. Et sur les violences institutionnelles, et ça reste à l'état de projet, mais je proposerai prochainement, en raison des affrontements entre les jeunes envers la police, ou même parfois vice-versa. Dans certains quartiers d'Île-de-France, il y a des affrontements entre policiers et tout ça. Donc, organiser aussi des dispositifs, on va dire, sur les violences institutionnelles, police ou structures fermées aussi. Voilà pour le... C'est bon? Donc, oui.